Donc bonsoir à tous. Alors, on va commencer. Je vais vous partager je vais rapidement vous passer en revue les slides de la semaine dernière pour ceux qui n'étaient pas là et pour se remémorer un petit peu ce qu'on avait évoqué. Alors laissez-moi le temps de retrouver le bon truc. Voilà. Tac tac tac, on va remonter. Bon, j'en profite pour me représenter tout de suite, comme ça vous saurez qui je suis. Donc moi je m'appelle Florian, je suis développeur web à mon métier. Et en fait je sers à la Cité Royale, au MCAD, donc au pôle streaming, c'est le pôle qui s'occupe de diffuser le culte sur les différentes plateformes. Et dans une église locale en Île-de-France, à côté de Paris, à Poissy, où je suis le responsable du MCAD, donc de toute la partie sono, titrage, vidéo, etc. Alors je vous remontre le sommaire de nos 6 sessions. Donc, la semaine dernière, on était sur la première session, c'était l'architecture, câblage, organisation. Aujourd'hui, on va voir la partie vidéo, caméra mélangeur. La semaine prochaine, ça sera tout ce qui est sono, FOH Monitor Stream. On fera quatrième session, ce sera une grosse session sur tout ce qui est titrage et multi-écran. On verra ProPresenter, on verra FreeShow également, nouveau logiciel sorti il y a quelques temps et qui est gratuit. C'est un de ses principaux avantages. On verra également la partie streaming, comment finalement on diffuse in fine sur les différentes plateformes et l'aspect éditorial. Et puis une dernière partie un peu workflow complet et puis rappel de ce qu'on aura vu. Maximilien de Hambourg, oui, tu as une question, peut-être. Ouais, j'ai une question. J'aimerais savoir, est-ce qu'on a le droit de prendre des photos des slides ou pas? Ou moi, je n'y vois aucun inconvénient, donc pas de Ok, problème. ok, merci. Je pense même qu'ils vous seront partagés sans doute à un moment, hein. Bon, voilà. Ok, Et moi, il n'y merci. a aucun souci. Donc la semaine dernière, on a vu toute une partie donc architecture. On va passer très rapidement dessus parce qu'il y a quand même un programme assez chargé ce soir. On est parti d'une partie architecture où en gros on disait qu'il fallait bien connaître son matériel, bien maîtriser ses câblages, son installation globalement, quoi. J'avais montré ce schéma également. On va le revoir un petit peu dans le cours de ce soir où on parlait des 4 flux principaux, la partie vidéo, audio, le titrage qui se regroupent, qui arrivent à un endroit. On va voir quoi ce soir. Et ensuite, à partir de cet élément-là, qui regroupe ces 3 éléments, bon, on va diffuser sur Internet. Je vous avais parlé également des schémas simplifiés, de comment finalement on pose sur le papier l'architecture de notre église, de notre installation, voilà, avec donc des exemples plus ou moins complexes. Voilà, un premier exemple ici, c'est une église locale de France. Ça, c'est un autre exemple qui parle que de sono, où voilà, on schématise les câblages entre la table de mixage et puis les enceintes, etc. Des schémas un peu plus complets où là on parle un peu à la fois de vidéo et de audio pour un grand événement qu'on avait organisé en octobre avec ICC La Défense et plusieurs églises en Île-de-France. Où là finalement vous voyez, vous avez des traits de différentes couleurs selon les types de câbles et puis on schématise en indiquant les éléments et à partir de ces schémas-là, ben, on comprend finalement comment on est branché quoi. Voilà un peu. Après, je vous parlais de vraiment d'avoir quelque chose de clair que chacun puisse comprendre. Euh, voilà un peu. Après, on avait fait des rappels sur le câblage. En gros, bon, vous parlez de la qualité des câbles qui est importante, des risques de parasites qu'on peut avoir si on a des problèmes électriques notamment. On avait vu ensuite les différents types de câbles que vous connaissiez déjà, mais voilà, c'était des rappels, le HDMI, la fibre HDMI, qui elle, c'est comme du HDMI, mais qui peut être plus long, jusqu'à 150 mètres, mais qui est très fragile. Les câbles BNC, c'est des câbles plus professionnels, voilà, c'est ce qui est utilisé en général dans les productions télé. Puis bon, on a parlé aussi des extenders HDMI, je vous repasse rapidement parce que je pense que vous aurez les slides. On a parlé aussi d'audio, les XLR, mâle-femelle, ça c'est le câble standard, on va dire, pour les micros. Le jack, le double jack, pour tout ce qui est plutôt instrument. Et puis on avait parlé également de quelques autres types de câbles, quelques autres terminaisons possibles. Le XLR femelle vers le jack mâle quand on veut sortir du son par exemple d'une table de mixage pour le faire rentrer sur un mélangeur, on y reviendra. Le XLR mâle, alors l'inverse, XLR mâle vers le jack mâle pour brancher des éléments, oui, pour brancher par exemple un instrument directement en XLR, c'est possible, ça existe ce type de câble.
Puis on avait parlé également des multipaires, donc les boîtiers de scène, donc ces gros câbles qui regroupent ensemble plusieurs câbles XLR en général, et un boîtier de scène qu'on met sur scène. On avait parlé également des boîtiers de scène numériques, mais bon, ça on en reparlera quand on fera la sono la semaine prochaine. Les boîtiers DI, on en reparlera également la semaine prochaine. On avait parlé également de l'importance de la connexion Internet, hein, et de la relation, d'éviter d'être en Wi-Fi et d'être plutôt branché en Ethernet. Et puis on avait parlé également du débit minimal. On pense que pour diffuser, parfois, il faut avoir absolument la fibre. Non, il faut surtout une connexion qui permette en upload, donc dans le débit d'envoi, au moins 10 mégabits par seconde. Et ce qui va être important, c'est le ping, la latence, c'est ça qui est aussi importante pour avoir une bonne diffusion. Et ça, on y reviendra, on en reparlera également dans la partie streaming. On avait parlé des différents types de câbles, je vous passe rapidement. Et puis on avait terminé avec quelques rappels et quelques conseils sur comment bien organiser sa régie, le placement même de sa régie. Est-ce qu'on le met plutôt à l'arrière ou est-ce qu'il faut être dans une salle fermée? Bon, on avait dit que c'était quand même mieux que la régie puisse voir, avoir une vision globale de l'assemblée et de ce qui se passe sur scène. Et puis voilà, l'importance de bien ranger ses câbles, de bien les scotcher au sol, de bien les identifier. Voilà, on avait parlé également de l'importance de la qualité des système d'électricité, la sécurité, de ne pas brancher des multiprises en série, c'est dangereux, risque d'incendie. Et puis on avait parlé également à la fin des différentes documentations qui peut être intéressant de préparer, les plans de câblage qu'on a vus un petit peu avant, et puis des patch list audio également. Ça, c'est où on dit, où on détaille finalement nos différentes sources de notre table de mixage et sur quelle prises ils sont branchés. Voilà. Bon, ça, on y reviendra dans le détail en sono la semaine prochaine. Ne vous inquiétez pas, on va vite, hein, c'est vraiment pour vous faire une big picture de ce qu'on avait dit la semaine dernière. On avait parlé également à la fin de la notion de checklist par poste, plus ou moins exhaustive. Et je vous avais donné les exemples des checklists qu'on a, nous, à ICC Poissy, où voilà, on a les différentes tâches avant, pendant, après le culte, etc. Et je vous avais donné un exercice, alors je ne sais pas si certains ont pu le faire, c'était d'essayer de faire le schéma de votre église sur la base des exemples que je vous avais donnés un peu plus haut. Si vous l'avez fait, très bien, n'hésitez pas à le partager dans le drive qui vous a été donné tout à l'heure. Et sinon, bah, il n'est pas trop tard, vous pourrez rattraper. Essayez de faire le schéma de votre église. Ça vous permettra vraiment de comprendre et de pouvoir transmettre plus facilement. Rich, je t'écoute, de Gonesse. Alors, moi j'ai une question parce que là j'ai regardé également sur l'espace de la formation Oui. et là-bas je retrouve pas ce qui a été fait la semaine dernière. En fait, je n'ai rien. Alors, ça n'a pas été déposé encore, je pense. Je Ah, pense que ok. les drives ont été ouverts très récemment, si ce n'est ce soir peut-être. Donc voilà, c'est pour ça. Ok. On vous tiendra informé Merci. dans le groupe. Si il n'y a pas de questions supplémentaires sur ce qu'on a vu la semaine dernière, je vais vous repartager du coup les slides de cette semaine, parce qu'on a un programme chargé. Toc, vous voyez mon écran, c'est très bien, merci. On est parti. Alors, ce soir, on est toujours sur notre 201 diffusion live. Je ne vous représente pas qui je suis, on en a déjà parlé. Et donc, ce soir, la partie vidéo, caméra, mélangeur, réalisation. Donc, première partie, on va parler de caméra. Alors, la caméra, les caméras, parce qu'en fait, il y a plusieurs types de caméras, c'est ce qu'on va voir ce soir. L'objectif avec votre caméra, ça va être de produire une image propre, la plus propre possible. La priorité, c'est la lisibilité. Il faut qu'on voit clairement le prédicateur. Euh, C'est-à-dire que bah, il faut pas qu'on filme de trop loin, que l'image ne soit pas trop sombre, que le prédicateur ne soit pas noyé dans un plan trop large. Parce que si on voit juste une silhouette au fond d'une scène, bah, bon, on voit globalement ce qui se passe, mais on a l'impression de regarder une caméra de surveillance. On ne peut pas, on ne vit pas vraiment finalement ce qui se passe dans votre église. Et le spectateur peut décrocher. Ensuite, il faut qu'on puisse lire son visage. Qu'est-ce qu'on entend quand on parle de lire son visage? Ben, il faut qu'on puisse comprendre les expressions, voir les émotions, ressentir l'intensité, la concentration, voir un sourire, une gravité. Voilà, il faut qu'on puisse
voir ça sur votre live. Parce que quand vous êtes en public, bah, on peut le sentir plus facilement quand on est en public dans son église. Mais quand on est à distance, il y a déjà cette barrière de la distance. Donc, bah, il faut que vous arriviez à voir ça pour avoir quelque chose de qualitatif et pour que l'émotion bah, se soit transmise, quoi. Suivre ses gestes, euh, bah, c'est la même chose, hein. La communication n'est pas que orale, vous le savez sans doute, elle est aussi, elle n'est pas que verbale, elle est aussi non verbale, avec donc les gestes, une main qui pointe, qui ouvre, qui insiste, souligne. C'est important. Et donc, du coup, si vous cadrez trop serré, bah, vous allez couper les mains, vous allez perdre quelque chose du message. Le message est moins naturel. Et si au contraire vous êtes trop large, ben, finalement vos gestes ils deviennent presque invisibles, quoi. Donc ça va être important de bien suivre les gestes de votre prédicateur. Ne pas distraire. Euh, Qu'est-ce qui peut distraire quand on utilise une caméra? Eh ben, c'est zoomer et dézoomer en permanence. Bah, si vous changez tout le temps de valeur de plan, bah, ça va distraire la personne, le spectateur qui vous regarde. Avoir un autofocus qui aurait du mal à garder le focus. C'est-à-dire que vous avez des caméras parfois où vous avez ce qu'on appelle un autofocus. C'est-à-dire que l'autofocus, il essaye de régler la netteté automatiquement, mais bah, si vous êtes dans une zone compliquée, ou avec un éclairage compliqué, ben, allez avoir un autofocus et ça va pas forcément être esthétique. Une caméra qui bouge, si votre caméra n'est pas stable, c'est-à-dire que ça bouge dans tous les sens, c'est pas droit, etc., ça risque de perturber. Enfin voilà, il y a plein de choses qui peuvent distraire, donc il faut vraiment faire attention à tout ça pour ne pas apporter de distraction. L'image elle doit servir le message. Vraiment, nous, l'objectif final, alors certes, il y a la louange au début, mais il y a aussi surtout le message, la parole qui est donnée par ces serviteurs de vos églises. Et voilà, il faut que votre image serve le message de votre prédicateur. Alors, on va rentrer un peu plus dans le concret. On a différents types de caméras. Et donc, ces différents types de caméras, bah, ça va aussi découler de budgets différents. On va avoir tout ce qui est caméscope, caméra, globalement, on va dire. Tout ce qui est un peu hybride, un peu photo, vidéo, vous allez sans doute comprendre de quoi je parle. Les caméras PTZ, vous connaissez peut-être, les caméras qu'on peut piloter à distance. Et puis on parlera quand même aussi, bon, c'est pas vraiment des caméras, mais ça peut être une solution de secours quand il y a vraiment un budget très faible. Les smartphones, qui peuvent devenir des caméras. Même si on ne peut pas les brancher directement sur des ordinateurs peut-être ou sur des mélangeurs professionnels, mais avec votre smartphone peut devenir une caméra pour un culte quand vraiment vous n'avez pas d'autre solution, et notamment via un protocole qui s'appelle NDI, euh, on en parlera tout à l'heure. Quel que soit le mode, alors là on va se recentrer sur les caméras plutôt physiques, on va mettre les téléphones de côté. Dans tous les cas, quel que soit le modèle, il y a quand même des minimums, des prérequis à avoir quand vous choisissez une caméra. Il faut qu'au minimum, pour avoir une qualité quand même suffisante, vous ayez une résolution de 1080p. 1080p, donc c'est du progressif, mais quand on est 1080, en fait, c'est 1920 par 1080. C'est le Full HD, on appelle ça. Il faut que votre caméra soit capable de faire ce qu'on appelle une sortie propre. Alors, soit en HDMI, soit en SDI, c'est-à-dire que, ou en anglais on dit clean feed. Il faut que quand vous branchez votre caméra en HDMI ou en SDI, vous n'ayez aucune information à l'écran. Et pas des informations sur des compteurs, des trucs. Des fois, quand vous utilisez par exemple aussi des appareils photo avec des sorties HDMI, ben, vous avez des informations à l'écran. Et ça, c'est pas, vous pouvez pas utiliser ces genres d'appareils parce que ben, vous ne pouvez pas enlever les informations à l'écran. On ne veut pas voir sur notre live voilà, des informations qui ne sont pas nécessaires. Il faut que vous ayez un zoom optique, c'est-à-dire qu'il faut quand même qu'avec votre caméra, vous puissiez faire des changements de plan. On verra tout à l'heure les différentes valeurs de plan. Et idéalement, il faut quand même aussi que votre caméra puisse fonctionner sur alimentation secteur. C'est-à-dire que vous avez parfois des caméras qui fonctionnent sur batterie, mais très honnêtement, moi je vous conseille toujours d'avoir une caméra branchée électriquement. Vous êtes serein parce que votre batterie, vous ne savez pas si elle va tenir le temps complet de
de votre formation. Alors, je vais juste donner Non, c'est bon. Attends. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici? Oui, j'ai une main levée. Vas-y, Maximilien. Ouais, c'est écrit au niveau du deuxième point sortie HDMI propre sans information à l'écran ou STI. Je comprends pas très bien. En fait, votre caméra, soit elle aura en... c'est la photo qu'on voit à côté, en fait. Soit elle aura en sortie une prise HDMI pour faire la sortie, ou une prise SDI. Ça dépend des modèles, en fait, que vous aurez. Mais dans tous les Hmm. cas, quand je parle de sortie propre, il faut que dans vos réglages, vous puissiez dire je veux une sortie avec aucune information à l'écran. En fait, je mentionne ça parce que, comme je le disais, il y a des appareils photo qui ont des sorties HDMI parfois, mais sur ces Mhm. sorties HDMI, tu ne peux pas enlever les informations à l'écran en fait. Et du coup, Ah, bah, ok, tu ne je peux vois. pas te servir de ça. Tu peux pas te servir de ça, quoi. C'est pas assez propre, quoi. Voilà, c'est pour ça que je dis, Ok, il faut que vous puissiez avoir un modèle qui le permette, et c'est ce qu'on on appelle ça parfois en anglais que avoir un clean feed, un flux propre. Voilà, ok, merci. je t'en prie. On avance. Alors oui, je voulais aussi vous reparler de HDMI. Bon, l'avantage de HDMI, c'est que bah, c'est souvent un peu plus simple, les câbles sont parfois moins chers, mais je vous rappelle, on en parlait la dernière fois, HDMI, c'est forcément des câbles plus courts, donc vous devez être plus proche, votre caméra va devoir être plus proche de votre mélangeur ou de votre ordinateur. Le SDI, l'avantage, c'est que bah, vous pouvez avoir des câbles plus longs et du coup, votre caméra peut être beaucoup plus éloignée de votre mélangeur ou de votre ordinateur qui diffusera, quoi. Donc, c'est des informations à bien avoir en tête quand on choisit aussi une caméra. Regardez la différents types de sorties. Si vous savez que vous ne pourrez pas avoir votre régie, enfin votre caméra à côté de votre mélangeur ou de votre ordinateur qui diffuse, bah, vaut mieux quand même essayer de trouver des modèles en SDI, quoi. On avance sur notre cours. Donc, quelques exemples de caméscope. Donc, c'est vraiment des machines un peu assez simples hein, qui sont tout en un. C'est-à-dire qu'on n'a pas on n'ajoute pas des objectifs dessus. Quand vous achetez un caméscope, normalement, il est prêt à l'usage. Donc avec des zooms, voilà, ils ont des zooms directement intégrés et parfois même ces caméscopes, ils ont des fonctions d'autofocus qui sont assez correctes. C'est-à-dire que vous n'êtes pas forcément obligé de faire votre focus manuellement, même si je vous conseillerais quand même de le faire un peu tout à l'heure. Mais voilà, c'est des caméras qui en général, voilà, vous les branchez, elles peuvent fonctionner presque directement. Vous n'avez que les réglages à faire plutôt de luminosité. On va parler également des hybrides. Alors, on va aussi on va insister pas mal sur les hybrides. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que dans les églises ICC, quand on commande matériel, une caméra pour une église ICC, en général, c'est un de ces deux modèles que je vous présente qu'on commande, si le budget le permet, bien entendu. Donc, ce sont des hybrides, c'est-à-dire que ce sont des sortes de boîtiers, vous voyez, qui ressemblent un peu à des appareils photo, sur lesquels, en fait, on va rajouter un objectif d'appareil photo. C'est mes objectifs, pour la petite anecdote, qui s'appellent des micro 4 tiers. C'est des petits objectifs, c'est pas les mêmes objectifs que ceux qu'on met sur les appareils photo numériques. Et pourquoi on utilise ces petites machines finalement? Parce que bah, elles sont pas forcément si chères comparées à des caméscopes à l'ancienne comme on l'a vu un peu avant. L'image en général est assez esthétique parce que c'est des objectifs d'appareil photo, donc forcément voilà, il y a de la profondeur de champ, c'est plutôt pas mal, ça rend plutôt pas mal. Il y a une meilleure gestion en basse lumière. Mais bon, à contrario, voilà, il y a plus de réglages à maîtriser pour avoir quelque chose de propre, mais bon, vous y arriverez, parce qu'on va le voir dans ce cours. Et je vous ai donc mis les deux modèles voilà, qu'on prend souvent, en tout cas à ICC, que vous pourriez peut-être avoir. C'est le Blackmagic Micro Studio, c'est la première, elle est toute petite. Micro Studio Caméra 4K G2 et la Blackmagic Studio Caméra 4K plus G2. Voilà. Et on le verra un peu plus tard, mais enfin, par exemple, ces modèles-là, justement, ils ont une sortie en SDI. Voilà. On continue. Les autres types de caméras, les PTZ, on l'a évoqué tout à l'heure. Donc, PTZ, ça veut dire Pan, Tilt, Zoom. Donc, en fait, vous avez votre caméra qui peut bouger dans tous les sens, à gauche, à droite, en haut, en bas, et elle peut zoomer.
Et pour contrôler cette caméra, donc qui est pilotable à distance, eh bien, il vous faut un contrôleur, c'est ce qu'on voit sur la photo en dessous, une sorte de joystick où vous allez pouvoir à la fois la bouger, la tourner, zoomer, etc. C'est intéressant parce que du coup, bah, vous n'avez pas besoin d'avoir un opérateur, un cadreur derrière, enfin en tout cas derrière. Et vous allez avoir besoin d'un opérateur à distance, mais voilà, ça permet d'avoir quand vous avez une installation fixe, bah, ça peut être intéressant. Mais voilà, comme je le mentionnais, et c'est la question de Ghislain sur le chat de Lomé, voilà, c'est un budget beaucoup plus élevé. Des bonnes caméras PTZ, je pense ça commence à 1000 euros, quoi. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on n'envisage pas en première réponse quand on commence, en tout cas, quand on commence une église, quand on commence, je veux dire, à diffuser dans une église, quoi. Les hybrides, les modèles que je vous ai montrés tout à l'heure, je crois que la plus petite, elle est autour de 600-700 euros. Et je crois que la plus grande, elle est à peu près à 1000 euros aussi. Mais c'est un peu moins cher que les PTZ, hein. Les PTZ, quand je vous dis 1000 euros, c'est les bas de gamme, hein. La différence avec les hybrides, c'est que les hybrides à 1000 euros, vous avez quelque chose de très qualitatif. Voilà. Si vous voulez une PTZ très qualitative et de plus haut de gamme, on arrive plutôt à 2500 euros. Voilà, c'est pas les mêmes budgets. On continue. Et puis, donc, je vous parle un peu des smartphones. Alors, on en parlera un peu tout à l'heure. Les smartphones, l'inconvénient, c'est que vous n'avez pas de sortie HDMI direct ou de sortie SDI. Donc, vous ne pourrez pas brancher votre smartphone directement sur un mélangeur ou même sur un ordinateur. Donc, ce que j'écrivais, voilà, la liaison est beaucoup physique et plus limitée. Mais on peut faire une liaison en NDI, c'est un protocole, on le verra un peu plus tard, peut-être aujourd'hui, sinon, je ne suis pas sûr aujourd'hui, mais sinon on le verra quand on parlera du titrage, je vous remontrerai. Mais ça permet en fait en sans fil d'envoyer votre flux vidéo ben, entre un téléphone et un logiciel. Donc du coup, vous ne pourrez pas utiliser un mélangeur, ça sera forcément avec un logiciel type OBS. Mais il y a quand même de nombreuses limites parce que bah, il faut que le téléphone, voilà, comme webcam, il faut que le téléphone et le logiciel, l'ordinateur soient sur le même réseau Wi-Fi. Il faut que vous ayez du coup un bon Wi-Fi, que ça capte bien. Il y a quand même pas mal de limites et c'est plus difficile avec un téléphone de produire une image propre et surtout de cadrer facilement. Enfin, voilà, c'est un petit peu plus difficile, mais ce n'est pas impossible. Voilà, c'est pour ça que je le mentionne. Et je vous montre du coup, je crois, dans la slide suivante, non, plus tard, mais je vous parlerai de l'application. Il y a une application en fait sur les téléphones iOS ou Android pour pouvoir utiliser NDI. On va passer maintenant sur les réglages. Finalement, les réglages indispensables sur les caméras physiques, du coup, donc tout ce qui est caméra, caméscope qu'on a vu avant, les hybrides et même les PTZ. Vraiment, il faut soigner le réglage de son image et il y a plusieurs points importants à régler. Presque chaque dimanche, en fait, à chaque nouveau culte, chaque nouvelle utilisation, vous devez revérifier vos réglages. La balance des blancs, l'exposition, le focus, et on parlera également aussi du trépied. Vraiment éviter les réglages automatiques parce que voilà, ou les réglages en tout cas des caméras parce que des fois quand vous êtes en automatique, votre caméra elle peut changer son réglage en plein pendant le direct, en fonction de si la lumière change, etc. Et ça donne pas un bon rendu, quoi. On commence par la balance des blancs. Balance des blancs, je vais donner quelques exemples. En fait, la lumière blanche n'est pas la même tout le temps. En fait, il y a ce qu'on appelle une température de la couleur. On ne va pas rentrer trop dans le détail. Mais je vous ai mis l'exemple là, de la photo où on voit qu'on va de 1000 à 10 000. Quand on est sur une lumière blanche à 1000, en fait 1000 l'unité c'est le Kelvin. On est sur une lumière blanche un peu chaude, on le voit. Vous voyez, c'est un peu plus orangé, jaune. Et plus on se décale vers le milieu, dans les 5000, 6000, on est sur un blanc assez neutre, on va dire. Et plus on augmente vers 7000, 8000, 9000, 10000, là on est sur une lumière qui commence à prendre une touche de bleuté, quoi.
Donc, c'est important de comprendre ça parce que on va quand même chercher à avoir, quand on fait la balance des blancs, bah, une lumière qui est la plus naturelle possible finalement. En général, on va plutôt tourner du coup entre 4000 et 6000 Kelvin, voire peut-être entre 3000 et 6000 en fonction de votre salle. Je vous ai mis en photo un exemple à droite. Bah, vous voyez que c'est le même lieu, mais où la balance des blancs n'est pas la même. En haut à gauche, vous avez quelque chose d'assez naturel. On pourrait dire que ça m'a l'air d'être la balance des blancs la plus naturelle. Et puis quand vous allez sur celle de en haut à droite ou celle en bas à gauche, on est quelque chose sur quelque chose de plus chaud. Et en bas à droite, on est quelque chose sur du bleuté, que c'est beaucoup plus froid, quoi. Donc ça, c'est un réglage qui va être important de faire avec votre caméra. Euh, alors, attendez, hop, on continue. Et pour ce faire, en général, alors vous avez des petits accessoires qui se vendent là, c'est des sortes de toiles blanches, mais bon, en fait, vous pouvez utiliser n'importe quoi, de quelque chose qui serait blanc, d'un blanc le plus pur possible, du carton qui serait complètement blanc, je sais pas. Bref, vous mettez ça devant votre caméra, votre cadreur zoom sur la caméra, et là, alors je vous ai mis l'exemple là, typiquement c'est l'exemple d'une caméra que je vous ai montré tout à l'heure, hybride là. Vous avez ce qu'on voit en haut à droite, là, vous voyez WB. WB, c'est White Balance, balance des blancs. Et je vous voyez que là, sur l'exemple, il est réglé à 6500. Et en fait, vous allez pouvoir manuellement, avec les petits joysticks, alors là, je vous ai montré pour une caméra, mais en général, c'est pareil sur toutes les caméras, vous allez pouvoir bah, diminuer ou augmenter la température pour finalement avoir à l'image quelque chose qui soit le plus neutre possible. Alors, en général, sur les caméras, en général, vous avez soit des pré-réglages parfois, soit vous pouvez régler complètement manuellement. Soit vous avez aussi en général, et c'est le petit bouton qu'on voit là sur l'image à droite, qui s'appelle AWB. AWB, ça veut dire Adjust White Balance. En fait, c'est un outil en général, euh, quand vous cliquez dessus, en fait, et que vous avez zoomé sur justement votre écran blanc, ça va automatiquement faire une proposition de réglage. Et ensuite, ben, vous voyez, est-ce que ça vous convient ou est-ce que vous voulez encore l'ajuster? Est-ce que le réglage fonctionne avec une feuille à 4? Oui, tout à fait. Tout à fait, mais il faut qu'elle soit tendue bien droite et bien éclairée, comme au même endroit en fait que là où sera votre orateur. Ça, c'est important. Il faut que quand vous faites votre balance des blancs, que la personne se mette là où sera l'orateur et idéalement que quand votre feuille blanche elle soit presque au même niveau que là où sera le visage de l'orateur. Vous voyez? Parce que si vous mettez votre feuille blanche trop en avant, bah, si votre lumière elle vient du plafond, peut-être que votre lumière elle va arriver derrière la feuille blanche et du coup, bah, votre feuille blanche pendant votre balance des blancs ne sera pas bien éclairée. Voilà. Donc, c'est très important de bien faire sa balance des blancs. Ensuite, autre réglage, c'est tout ce qui est l'exposition. L'exposition, c'est la quantité de lumière qui est captée par le capteur de votre caméra, de votre hybride, etc., de votre PTZ. Et l'exposition, c'est quoi? C'est se poser plusieurs questions. Est-ce que l'image est trop sombre? Est-ce que l'image est brûlée, c'est-à-dire beaucoup trop éclairée? Ou est-ce que le visage est bien lisible? Et si votre image est sous-exposée, ça voudra dire que votre image est trop sombre, le visage est terne, il peut y avoir du bruit numérique, pardon, et ça donne une impression un peu triste. Bon, c'est pas top. Et à l'inverse, si vous êtes surexposé, ben, vous allez avoir une peau qui va être beaucoup trop éclairée, un front, enfin beaucoup trop clair, une teinte de peau qui sera pas réaliste, je dirais. Et voilà, ça sera pas bon. Du coup, il faut vraiment bien faire attention à ces réglages d'exposition. On va parler rapidement donc, de ces trois paramètres, l'ouverture ou iris, les ISO, c'est le gain, et la vitesse d'obturation. La priorité, c'est d'avoir un visage vraiment de bonne qualité. Le premier, l'ouverture, l'iris, c'est la taille en fait du trou de l'objectif. C'est-à-dire que votre objectif, il fait rentrer de la lumière. Et en fait, vous allez avoir un trou qui va être plus ou moins ouvert. Plus votre trou d'objectif est ouvert, plus il va y avoir de lumière qui rentre. Plus il va être resserré, bah, moins il y aura de lumière qui va rentrer, tout simplement. Euh, donc en général, on essaie quand même d'ouvrir suffisamment, mais pas trop. Voilà. Et là, vous voyez, en général, on tourne
Dans des iris, à peu près à 2,5, mais ça peut être un petit peu plus, un petit peu moins. Mais ça, en fait, vous le verrez quand vous ferez les réglages dans votre église. Vous jouez avec ce paramètre et vous allez voir que, il faut que vous ayez une lumière suffisante, mais que ce ne soit pas trop lumineux, quoi. Ça, c'est le premier réglage, l'ouverture ou iris. Ensuite, le deuxième réglage, c'est les ISO, le gain. En fait, le gain, c'est l'amplification du signal. C'est-à-dire que plus on a d'ISO, plus ça va être lumineux, mais plus on va augmenter les ISO, le gain, bah, plus on risque d'avoir du bruit. C'est-à-dire que l'image sera pas nette, on aura voilà, des petites sortes de crépitements. Moi, je sais pas comment vous les décrire, mais voilà, une image un peu granuleuse, on perd en qualité, quoi. Et le gain, donc, comme je vous l'ai écrit, ça ajuste la sensibilité du capteur à la lumière. C'est-à-dire que l'ouverture, c'est vraiment une ouverture physique finalement de l'objectif, de la lentille, mais le gain, on ajuste la sensibilité. Et donc du coup, en général, bon là sur l'exemple, vous voyez, le gain il est à 18 décibels, mais en général, dans les professionnels, quand ils sont dans des studios bien éclairés, ben, le gain il est à zéro. Quand vous avez un éclairage parfait professionnel de studio télé, ben, vous n'avez même pas besoin de mettre du gain parce que voilà, tout est très bien éclairé, quoi. Et puis voilà, comme je le mentionnais, quand vous avez une faible luminosité, ben, vous allez forcément être obligé de mettre un peu plus de gain. Et il faut trouver le bon juste milieu pour ne pas avoir trop de gain et donc du coup trop de bruit. Voilà, ça va être l'exercice que vous aurez à faire dans vos églises, j'en suis sûr. Et enfin, dernier paramètre, la vitesse d'obturation. C'est ce qui permet de s'adapter aux différentes conditions d'éclairage et aussi ça a aussi un impact sur ce qu'on appelle le flou de bouger. En général, on reste sur du 1/50e ou du 1/60e. Voilà, c'est un peu les réglages de base. Ça, c'est pas quelque chose que vous allez souvent toucher. Vraiment, les deux paramètres principaux, ça sera surtout l'iris en première intention et ensuite le gain pour ajuster la sensibilité. Et c'est pour ça que je vous les ai présentés, que je vous les ai présentés dans cet ordre-là. On règle d'abord l'iris, ensuite on ajuste le gain si nécessaire. Mais voilà, la vitesse d'obturation, en général, on reste près à 1/50e ou 1/60e. Voilà, on touche pas trop, quoi. Mais le vrai point clé, c'est d'exposer, faire tous ces réglages vraiment pour avoir un visage, des visages les mieux éclairés possible, quoi. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie avant que je vous présente rapidement les quelques fonctionnalités sur vos caméras qui en général sont présentes sur toutes les caméras, quels que soient les modèles, pour aider à régler cette exposition? Bon, ouais, j'ai une question. Ouais. J'ai pas bien compris le truc avec la feuille blanche et tout. En fait, quand vous faites votre balance des blancs, vous avez une fonctionnalité automatique sur les caméras en général qui s'appelle. Alors, c'est pas que pour la fonctionnalité automatique d'ailleurs qu'on fait ça, mais en tout cas, euh, vous avez une fonctionnalité automatique qui s'appelle Adjust White Balance. C'est le bouton AWB. Et en fait, quand vous faites votre feuille blanche, mettez votre feuille blanche devant. Quand vous allez appuyer sur AWB, automatiquement, il va vous faire une proposition de balance des blancs. Et du coup, à partir de là, en général, ça suffit à avoir quelque chose de correct, mais pas forcément toujours. Donc vous devez toujours quand même réajuster. Et quand même, pourquoi on fait la balance? Parce que même avec une feuille blanche, pardon, ben, même si on n'utilise pas les fonctionnalités automatiques, ben, le plus simple, c'est quand même de tenir une feuille blanche et manuellement, vous allez changer votre température de couleur. Et vous, visuellement, votre feuille doit être la plus blanche possible. Elle ne doit pas être trop jaune ou trop bleue. C'est pour ça qu'on utilise une feuille blanche. C'est Ok, bon, donc, Maximilien? Ouais. ok, en fait, j'essaie de comprendre, en fait, du coup, je prends une feuille, en fait, la feuille blanche, elle est virtuelle ou elle est réelle? Non, les règles, tu prends une feuille blanche. Alors, attends, est-ce que j'en ai une Ok, là? Tu te mets sur scène. Ton cadreur, il est en face de toi. Tu te mets sur scène, tu mets ta feuille blanche, il zoome sur ta feuille blanche. Ah, ben vous ne les voyez pas parce qu'il y a l'incrustation. Mais vous mettez votre feuille blanche devant. Votre cadreur, il ok. zoome sur la feuille blanche. Il va appuyer sur Adjust White Balance. Et automatiquement, il va faire en sorte d'avoir quelque chose de plus blanc possible. Et après, c'est à vous de contrôler manuellement que c'est satisfaisant, que vous n'avez pas quelque chose de trop jaune ou de trop bleu. Ah ouais, du coup, en fait, c'est comme une sorte d'instrument ou de stratégie de réglage, en fait.
Ah oui, c'est très commun. C'est pour ça que je vous ai mis là sur la slide. Ok, Là, vous avez même des accessoires qui se vendent comme ça, avec juste un truc blanc qu'on met devant, quoi. ok, je vois, merci. Acer de Lyon. Oui, je reste sur le même point, le white balance. Je voulais savoir, avec les caméras PTZ, du coup, comment ça se passe? Où est-ce qu'on peut accéder à ces réglages-là, là où c'est écrit euh, WAWB? Alors, Parce que nous, on a un pupitre, du coup, mais est-ce que c'est là-dedans qu'il va falloir le fouiller ou c'est directement vraiment sur la caméra elle-même? c'est une bonne question. En général, je pense que c'est quand même au niveau des pupitres. Voilà. Alors là, l'exemple que je vous ai donné, hein, c'était pour une caméra hybride particulière, hein. Les menus, forcément, vont changer un peu selon le type de caméra que vous avez. Mais je pense qu'en général, quand même, les PTZ, c'est sur le pupitre. Vous devez avoir une section où, et en général, sur les pupitres, vous pouvez faire tous les réglages aussi. Parce que D'accord. vu que les PTZ, en général, elles n'ont pas d'écran, vous n'avez pas d'écran, elles sont directement branchées sur un contrôleur. Donc, je Oui, pense que ça sera plutôt dans votre contrôleur. ok, ça marche, merci. Je t'en prie. S'il n'y a pas d'autres questions, on continue. Alors voilà, il y a quelques fonctionnalités sur votre caméra pour vous aider à faire les réglages. Première fonctionnalité, c'est tout ce qui est zebra. Ça vous permet de mettre en évidence des zones qui sont vraiment trop claires, les zones brûlées même, voilà, quand c'est vraiment brûlé. Les histogrammes également, le petit graphique que vous voyez en bas à gauche là. Ça permet en gros de voir la répartition de la lumière. Bon, on va pas rentrer trop dans le technique, mais voilà, sachez que vous avez ces petits outils-là qui peuvent vous aider à comprendre un peu. Je vous laisserai creuser si vous voulez regarder les histogrammes. Mais en tout cas, les zébras, c'est très pratique. Et vous voyez, c'est très flagrant tout de suite. Vous voyez, on voit que si vous comparez avec l'image qui est à droite, vous voyez, dès que c'est très très blanc, votre truc est complètement cramé. Vous voyez son visage à gauche là, la gauche de son visage au monsieur qui est au milieu, bah, vous voyez, qui est très 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 éclairé quoi. On peut utiliser un réflecteur pour gérer la balance. Bah non, parce que si vous faites votre balance avec ah oui, non, j'ai compris. Vous avez des réflecteurs. Bah, ça dépend si votre réflecteur est bien blanc, oui, vous pouvez faire avec votre réflecteur. C'est la condition importante. On avance. Ensuite, donc, on a un autre réglage, c'est tout ce qui est focus, c'est la netteté des visages. On va vraiment éviter d'utiliser l'autofocus, surtout si vous avez des hybrides. Vous avez des hybrides, vous avez du coup, ce que je vous expliquais, un objectif que vous rajoutez sur votre appareil. Et au niveau de votre objectif, en général, vous avez soit un réglage AF ou MF. AF, c'est autofocus, MF, manual focus. Vraiment, évitez l'autofocus parce que vous contrôlez pas. Enfin, si vous avez un bon objectif, votre autofocus sera peut-être correct, mais vous n'avez aucune garantie. Il vaut mieux être en manual focus, faites votre réglage vous-même, vous contrôlez, et normalement, une fois que vous avez fait votre réglage au début du culte, il ne bouge pas pendant le culte. Je vous réexplique rapidement ce que c'est le focus. Le focus, c'est on veut que l'image soit nette. En fait, la caméra, elle fonctionne comme l'œil humain, vraiment. Pour que l'image soit nette, il faut que le plan focal soit sur le sujet. En fait, euh, votre caméra, elle a un objectif et dedans, il y a une lentille, en fait. Et selon que quand vous réglez votre lentille, en fait, vous déplacez le plan focal. Et c'est le schéma qui est à droite. Si votre plan focal, alors le plan focal, vous voyez, c'est le trait droit noir là. Sur la première ligne, le plan focal, il est derrière le capteur. Donc du coup, l'image va être floue. Le deuxième exemple, le plan focal, il est devant le capteur. Pareil, l'image sera floue. Pour que l'image soit nette, il faut que le plan focal soit aligné avec le capteur. C'est de la physique en effet, sur la lumière exactement, Maximilien. Mais c'est exactement ça en fait, hein. Pour que l'image soit nette, il faut que votre lentille soit voilà, réglée correctement pour être bien alignée. Et en fait, c'est la même chose avec l'œil humain, c'est-à-dire que vraiment l'œil humain, les maladies de l'œil, la myopie, ben, c'est que l'image, le plan focal se forme avant, je crois, et l'hypermétropie, c'est l'inverse, l'image se forme à l'arrière de la rétine. Bref, donc vous devez manuellement tourner
votre objectif pour que votre image soit nette et que du coup votre plan focal soit aligné sur le capteur. Et ça, c'est vraiment un réglage à l'œil. Finalement, vous voyez bien que votre image est nette ou pas, est floue ou pas. Et donc, on va y venir après. Et pour ce faire, idem, comme pour la balance des blancs, il faut que vous ayez avant votre culte un sujet qui vienne à la place de là où sera l'orateur. Moi, le conseil que je vous donne, vous zoomez à fond sur votre sujet et là, vous tournez votre petite molette là, sur votre objectif pour faire votre réglage de focus jusqu'à avoir une image parfaitement nette. Et ensuite, vous dézoomez et normalement, vous avez quelque chose de correct, quoi. Mais c'est vraiment important de ne pas avoir une image floue. Et vous avez également sur les caméras en général, alors pas toutes, mais bon, sur celle-là que vous avez mis en exemple, les hybrides, là, vous avez des réglages où que vous pouvez activer et qui en gros vous tracent les lignes. En gros, ça vous permet de... Vous voyez, sur l'exemple à droite, on voit bien qu'il détecte bien les contours de tous les personnages. Bah, du coup, ça veut dire que là, l'image est suffisamment nette pour qu'il arrive à trouver les silhouettes, quoi. Quand on parle vraiment de focus, par rapport à l'exemple, au schéma que je vous ai donné tout à l'heure, en fait, on veut faire converger la lumière. La lumière, elle rentre, je vous ai expliqué tout à l'heure par l'objectif. On veut que la lumière, elle converge et qu'elle soit sur le capteur, pas devant et ni derrière. Est-ce qu'il y a des questions sur ces deux parties, enfin sur ces parties exposition et puis un peu focus? Sinon, on va avancer parce que je vois que l'heure est déjà avancée. Le temps passe vite. En tout cas, si vous avez des questions, gardez-les. On parlera à la fin du cours dans la ces questions, session-réponse. Le trépied également, je vous le mentionne ici, c'est un réglage indispensable. Idéalement, votre trépied, il faut qu'il soit sur un sol plat. Je dis idéalement parce que parfois, bah, ce n'est pas possible. Parfois, vous êtes dans un escalier, par exemple. Nous, c'est ce qu'on à Poissy, c'est ce qu'on fait. Notre caméra, malheureusement, on doit la mettre dans un escalier. Donc, du coup, on est obligé de régler notre trépied. Et comment on règle notre trépied? Ben, vous le voyez, chacun des trois éléments du trépied peut avoir une hauteur différente. Et ce qu'il est important de régler, c'est ce qu'on appelle la bulle, le niveau. Il faut que notre tête de trépied soit complètement à l'équilibre, soit droite en fait. Si la bulle n'est pas droite, et donc du coup on utilise ce qu'on appelle une bulle, c'est ce que vous voyez sur l'exemple à droite, il faut que votre bulle soit bien dans le rond central. Si votre bulle n'est pas droite, eh bien, l'image sera inclinée, on aura voilà, l'impression que la scène penche, enfin, c'est pas agréable du tout pour la personne qui regarde. On sent que enfin, ça fait bizarre, quoi. Donc il y a cette bulle à régler, il faut que votre trépied soit bien stable, qu'il ne bouge pas pendant le culte. Il faut que la hauteur également soit bien réglée et que vous ayez une tête fluide. C'est-à-dire que oui, sur le trépied, il y a une tête sur laquelle sera posée votre caméra. Il faut que quand vous faites des mouvements avec votre tête, que ce ne soit pas des mouvements qui soient saccadés. Il faut que votre tête soit suffisamment fluide euh, pour, euh, pour éviter des à-coups quand vous allez suivre les mouvements, suivre voilà, les mouvements de l'orateur. Le placement, attendez, là, on parle de la placement stratégique de la caméra. Donc, il faut que la caméra, idéalement, soit à une hauteur cohérente. Vous voyez le petit schéma, en général, un tout petit peu plus haute que l'orateur. Donc, si votre orateur est sur une estrade, bah, idéalement, il faudrait que votre caméra soit au moins à la même hauteur que lui, si ce n'est un tout petit peu au-dessus. Euh, et donc, suffisamment reculé également et aligné avec la scène. Ce qui est important, c'est de... Idéalement, si vous avez une scène, c'est que votre caméra soit au milieu de la scène et pas sur un côté, parce que ça va faire bizarre. Parce que en général, votre orateur, il regarde droit devant lui, donc il faut que vous essayiez d'avoir une caméra qui soit bien alignée avec la scène et suffisamment reculée. C'est important. Et en fait, le fait qu'elle soit un petit peu au-dessus, c'est pour que l'angle soit bon, en fait. Parce que si votre caméra est trop élevée ou surtout au contraire trop basse, mais vous allez être en contre-plongée. Et du coup, bah, ça sera pas très beau à voir, quoi. Votre orateur, il sera en contre-plongée.
Le cadrage en contexte de culte, la notion de valeur de plan, vous l'aviez vu, alors si vous aviez fait 101, ça avait été évoqué par la formatrice Aurore, il me semble. Il y a différentes valeurs de plan hein, quand on tourne, quand on fait un tournage ou même un direct. On a les plans larges, on a le plan américain. Le plan américain, c'est celui dans les westerns où on doit voir les flingues. Voilà. Et puis après, on a des plans taille, la ceinture, plan poitrine, sous la poitrine, les gros plans, les très gros plans. Ça, c'est le rappel des différents types de plans. Mais comme je vous le disais, de toute façon, il faut pas qu'on change, il faut pas changer de valeur de plan tout le temps. C'est pour ça qu'en général, on recommande quand même. Il y a deux principales valeurs de plan qui sont recommandées. Le plan taille plutôt pour la prédication. Voilà, on n'a pas pendant qu'on prêche, pendant que l'orateur prêche, on n'a pas besoin d'avoir un plan large, de voir toute la scène vide. On veut suivre l'orateur, c'est ce que je vous disais au tout début, la lisibilité. Donc on est plutôt sur des plans taille ou plans américains. Voilà. Mais en général, pas plus large, quoi. Mais on va pas jusqu'au plan on va pas jusqu'au plan rapproché parce que ça ferait quand même un peu trop près quoi. On veut quand même voir les mouvements en fait. On veut voir les mains qui bougent, je vous l'expliquais au début. Et à l'inverse, des plans plus larges pour tout ce qui est louange, voilà, quand il y a plusieurs personnes sur scène, on fait des plans plus larges quoi pour un peu voir tout le monde quand même quoi. Vous voyez l'exemple ici c'est Poissy. Et voilà, comme je vous l'expliquais un petit peu aussi avant, on évite le zoom permanent. On évite de changer de plan trop souvent. Nous, à Poissy, ce qu'on fait, on n'a qu'une seule caméra. La louange, on est sur le plan large. Et quand le prédicateur arrive, on zoome pour aller sur le plan taille. Mais c'est tout. Voilà. Et après, on ne s'amuse pas à changer de plan tout le temps, quoi. Quelques erreurs. Alors, le cadrage en contexte de culte, alors quelques erreurs fréquentes. Bon, le clean feed, on en a parlé tout à l'heure, c'est le fait d'avoir une sortie vraiment propre. Ça, il faut vraiment que vous fassiez attention. Parce que des fois, il y a dans certaines caméras, notamment les Blackmagic, on peut avoir un réglage qui change. Enfin, si le réglage est mal fait, vous pouvez avoir des informations qui s'affichent sur votre sortie. Les zébras peuvent arriver en sortie sur votre sortie principale. Donc, il faut vraiment faire attention d'avoir un clean feed en sortie. Comme je vous le disais, on change pas de cadre inutilement. On évite de couper les mains et les têtes, ça c'est important. Si votre orateur il bouge, il faut le suivre. Si votre orateur il s'avance un peu sur la scène, vous allez devoir relever votre cadre pour pas que sa tête soit coupée. Si votre orateur il se met à genoux pour prier, vous devez le suivre et pas lui couper non plus la tête. Voilà, c'est important. Et je parlais également de la dissymétrie. Et c'est ce que je vous montrais peut-être un peu avant. Il faut vous essayer d'avoir quelque chose de symétrique. Là, certes, l'oratrice, c'est la troisième, la lead, c'est la troisième, elle est un peu plus en avant, mais globalement, on voit quand même quatre personnes au total, deux de chaque côté. On n'a pas un plan où on a trois personnes à gauche et du vide à droite, quoi. Et voilà, essayez d'avoir quelque chose d'assez symétrique. Ça, je sais aussi que vous l'aviez vu un peu en 101 avec la partie réalisation. Et puis n'hésitez pas à utiliser dans vos réglages de caméra, souvent vous pouvez avoir des repères de cadrage ou des grilles. La règle des tiers, vous l'aviez vu également la dernière fois, ou des grilles, quoi. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie cadrage qu'on a terminée avant qu'on passe à la partie mélangeur? Il est déjà 20h50, miséricorde. Pas de questions, on y revient. Merci Maximilien. Mélangeur. Un mélangeur vidéo, qu'est-ce que c'est? C'est un appareil physique qui permet de recevoir plusieurs sources, plusieurs caméras éventuellement, mais pas que. Sur laquelle avec un mélangeur, du coup, on va pouvoir choisir qu'est-ce qu'on veut diffuser. Si on a plusieurs caméras, oui, je pense que vous aurez le support. En tout cas, moi, j'ai pas d'inconvénient. Avec votre mélangeur, vous allez pouvoir choisir quelle source diffuser. Si vous avez plusieurs caméras, quand est-ce que vous voulez changer de caméra, etc. Vous allez pouvoir ajouter du titrage avec votre mélangeur ou gérer les transitions. C'est vraiment le centre finalement de notre système vidéo, quoi. Je vous ai mis deux exemples. Mélangeur, quand vous avez pas beaucoup de caméras, le premier, où vous avez juste des boutons appuyés comme ça, et un deuxième un peu plus bas, où là, c'est des boutons avec un petit panel, un peu comme dans les grandes régies, vous avez forcément déjà vu. Mais le premier est quand même intéressant aussi, hein. Je vous remets le schéma du coup qu'on avait vu au cours précédent. La vidéo qui rentre, l'audio qui rentre, le titrage qui rentre.
On avait vu j'avais mis cet objet violet au milieu. Bah, en fait, cet objet violet qu'on avait vu au début, bah, ça va être votre mélangeur. Ça va être votre mélangeur, soit mélangeur physique, comme on a vu avant, soit un mélangeur numérique, on va le voir, ou virtuel, on va voir tout à l'heure. Et ensuite, bon, on détaillera le schéma suivant un peu plus tard, mais après, on va diffuser après, quoi. Les connectiques de votre mélangeur. Alors là, je vous ai mis les connectiques, par exemple, du premier mélangeur que vous avez montré tout à l'heure. Soit vous allez avoir des entrées SDI input, vous voyez, où là, donc, c'est des entrées SDI. Mais il y a aussi des mélangeurs qui prennent des entrées HDMI. Ça existe. Donc, c'est pour ça que j'ai mis entrée HDMI ou SDI. Et en sortie de ce mélangeur, parce que ce mélangeur, quand vous allez choisir finalement ce que vous voulez diffuser, on va créer ce qu'on appelle un programme. Le programme, c'est finalement le choix qu'on fait de source. Donc programme, on l'appelle programme ou PGM. On va également avoir un multiview. C'est-à-dire qu'en fait, là, vous le voyez hein, sur le mélangeur, hein, il y a une sortie multiview et vous avez plusieurs SDI outputs. Le multiview, c'est ce que je vous ai mis en bas à droite, là. C'est l'écran qui vous permet de voir toutes vos sources d'un coup et de choisir, de voir ce que vous avez mis au programme. Puis après, vous avez aussi, selon les mélangeurs, des sorties auxiliaires pour faire des sorties différentes, mais on ne rentrera pas dans le détail. Il existe aussi des adaptateurs matériels souvent utiles. Par exemple, vous avez une caméra. Imaginons si vous avez une caméra qui se branche qu'en HDMI, mais que votre mélangeur il est en SDI. Eh bien, vous avez votre câble HDMI entre la caméra et le petit boîtier. Du coup, on utilisera ici le boîtier de droite. On va vouloir convertir du HDMI. Donc, on fait rentrer sur le HDMI in le signal venant de la caméra. On le convertit en SDI et on branche notre câble SDI sur une des sorties SDI out pour la rentrer sur le mélangeur. Vous avez l'inverse qui existe également. Ça peut être utile. Sachez que ces convertisseurs existent. Si vous n'avez pas de caméra forcément SDI et vous n'avez qu'une caméra HDMI, ben, vous pouvez faire rentrer votre signal comme ça sur un mélangeur SDI. Pourquoi on prend quand même un mélangeur, on conseille un mélangeur quand on a une seule caméra? Parce qu'on peut quand même, avec un mélangeur, avec une seule caméra, ajouter du titrage via les réglages du mélangeur, les paroles, les versets, etc. Puis c'est surtout ne pas se fermer à l'avenir, ce que je vous disais la dernière fois. Le jour où vous avez une deuxième caméra, si vous avez votre mélangeur, vous avez juste à le brancher sur votre mélangeur et c'est bon, quoi. Et je mettais également que ça permet de sécuriser le flux, c'est-à-dire que du coup, avoir un mélangeur, on n'a pas besoin de déléguer à OBS justement certaines fonctionnalités, comme on va le voir un peu après, de mélangeurs virtuels, quoi. Et je reviens juste rapidement à quelque chose que j'ai oublié de vous dire, mais voilà, quand on parle du programme, la sortie du programme, soit on peut la faire sortir pour la faire rentrer sur un OBS, si on n'a pas de quoi, si on n'a pas d'appareil pour diffuser, faire du streaming. Vous le voyez par exemple sur cet exemple-là, il y a une prise USB. Vous pouvez brancher en USB votre mélangeur sur votre ordinateur et vous récupérez comme ça le programme. Mais si vous avez des appareils de diffusion, des encodeurs type web presenter, on verra ça quand on parlera du streaming, vous pouvez brancher un câble SDI entre votre SDI output là, de votre mélangeur vers votre web presenter. C'est la même chose si vous avez des enregistreurs. Et donc, le mélangeur numérique, je l'appelle comme ça, moi, un peu, l'alternative OBS. OBS, ça peut devenir finalement un mélangeur virtuel. Vous allez pouvoir ajouter des caméras, du titrage. Ça peut devenir un encodeur. Avec OBS, vous pouvez diffuser vers les plateformes YouTube, Facebook. Et ça peut gérer aussi des caméras qui sont pas gérées par un mélangeur. Là, on revient sur le smartphone que je vous parlais tout à l'heure en NDI. Votre smartphone en NDI. Alors, il existe des mélangeurs NDI, mais c'est très rare et bon, ça doit être cher, je pense. Mais du coup, avec OBS, vous allez pouvoir récupérer votre flux NDI et votre caméra comme ça, quoi. Et c'est une solution qui finalement est adaptée au budget serré. Mais dans tous les cas, quand vous utilisez OBS, si vous n'avez pas de mélangeur physique, vous allez quand même devoir acquérir le signal vidéo ou le titrage. Et pour cela, vous allez avoir besoin d'appareils qui se branchent en USB. C'est des cartes d'acquisition vidéo. Donc c'est la petite clé USB que vous voyez par exemple en bas à droite, vous la branchez sur votre ordinateur et elle prend du HDMI en entrée. Voilà, c'est ce que vous utilisez à Lomé, nous dit Ghislain. Alors je sais pas lequel, celui du bas, je suppose, peut-être.
Et celui du haut, c'est un Ultra Studio, où c'est pareil, vous pouvez rentrer en HDMI et ça se branche en USB sur votre ordinateur. Ça vous permet en fait à votre caméra d'être reconnue par votre ordinateur dans OBS. Dans OBS également, donc voilà, je vous dis qu'on acquiert le signal, mais on peut aussi récupérer le signal sur les clients NDI, donc ce qui est diffusé via le protocole NDI, et les clients Siphon également, on en parlera, là je vous l'évoque, mais on en reparlera quand on parlera du titrage. C'est un protocole MAC Siphon très très intéressant qui permet par exemple de communiquer entre ProPresenter et OBS. Voilà, on en reparlera en temps voulu quand on parlera du titrage. Et donc NDI, ce que je vous disais, vous avez des applications iOS, Android. Vous cherchez NDI HX Camera, je crois, sur le store. Et bon, malheureusement, c'est des applications qui sont quand même payantes. Mais bon, ça se paye à l'achat une fois. Et c'est pas très très cher, je crois. Je vous fais une petite démo rapide d'OBS. On arrive à la fin de notre cours. De toute façon, on reparle. Vous inquiétez pas, je vais être succinct sur OBS ce soir, mais on en reparlera parce qu'on parlera d'OBS quand on parlera du titrage et puis du streaming, bien sûr. Je vous partage mon écran. Où est mon OBS? Il est là. Tac. Est-ce que vous avez bien OBS à l'écran? Oui. Ouais, Alors, tac, 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 où suis-je? Où suis-je? Là. Dans OBS, vous avez un mode qu'il faut activer, que je vous conseille moi d'activer dès que vous le lancez, c'est le mode studio, en bas à droite là. Si vous n'êtes pas en mode studio, vous serez comme ça, vous aurez juste une image, c'est moins pratique parce que vous avez directement ce qu'on appelle le programme finalement, qu'on évoquait tout à l'heure, vous l'avez directement. Avec le mode studio, vous avez le programme à droite, et c'est écrit en haut à droite d'ailleurs, hein. Vous voyez programme diffusion amphi, et à gauche vous avez l'aperçu. Dans votre OBS, vous allez pouvoir créer différentes scènes, différentes préconfigurations sur lesquelles vous pourrez changer rapidement. Vous voyez, quand je clique sur mes scènes, bah, vous voyez, mon aperçu change. Ça peut être intéressant quand vous avez bon, plusieurs configs, mais bon, on rentrera dans le détail quand on parlera un peu plus du titrage, je pense. Et du coup, dans vos scènes, vous pouvez ajouter ce qu'on appelle des sources. Une source, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être une image. Là, par exemple, mon fond ICC. Je peux l'activer avec le petit œil ou le désactiver. Et là, dans tous les cas, vous voyez, quand j'agis dessus, ça ne change qu'à gauche. Ce n'est que mon aperçu que je travaille. Une fois que je suis satisfait de ce que j'ai en aperçu, je peux appuyer sur le bouton transition ici et ça va passer, ce que j'avais en aperçu va passer au programme. Je remets mon image et je la transitionne, ça repart au programme. Donc vous pouvez ajouter une image. Donc là j'ai mon fond ICC, j'ai mon logo par exemple, vous voyez en haut à droite là que je peux activer et désactiver. Vous pouvez ajouter votre logo comme ça. C'est pour ça qu'on dit qu'avec OBS, on peut à la fois récupérer de la vidéo, mais aussi du titrage. C'est des éléments de titrage. Il y a le client Siphon, je vous ai évoqué tout à l'heure. Alors là, je ne l'ai pas configuré, on le verra tout à l'heure, mais en gros, on le verra tout à l'heure, on le verra pardon, quand on parlera du titrage, mais ça vous permet de récupérer un flux venant par exemple de ProPresenter. Par exemple, vous pouvez avoir ProPresenter qui vous envoie les versets, vous les récupérez via ce client Siphon, et vous l'activez et vous verrez vos versets s'afficher. Comment on ajoute toutes ces sources? Parce que je vous en parle, je ne vous ai pas montré. Vous avez le petit plus ici, en bas, et quand vous cliquez, vous allez voir les différents types de sources que vous pouvez ajouter. Quand on trouve l'image, est-ce que vous voyez le menu déroulant là quand j'ai cliqué ou pas? ouais, Ouais. Donc vous avez image qui est là. Vous avez client siphon, dont je vous parle, qui est ici. Alors moi, il apparaît parce que je suis sur Mac. Sur Windows, vous ne l'aurez pas parce que c'est vraiment un protocole Mac. Et en fait, je voulais pas, là, je ne l'ai pas préparé. Je vous le préparerai la prochaine fois quand on parlera du titrage. Mais on peut aussi ajouter à cet endroit-là des sources NDI, justement, pour récupérer les flux des caméras que je vous ai expliqué, des téléphones. Mais c'est un petit plugin qu'il faut installer. On parlera. On en reparlera. On peut aussi ajouter ce qu'on appelle les navigateurs web. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, dans mon église à Poissy, on diffuse de temps à autre le message du PP à la Cité Royale. Donc, comment diffuser finalement le message du PP à la Cité Royale? Eh bien, on ajoute ce qu'on appelle un navigateur. Et en fait, quand vous rentrez dans les propriétés de ce navigateur, vous pouvez indiquer l'URL. Donc là, nous, on a indiqué youtube.com/ICCTV.
Vous devez définir la largeur, la taille de votre canevas, on va dire. Bon, je n'en ai pas parlé. Là, c'est du 1920 par 1080, parce que comme je vous expliquais, on veut diffuser en 1080p. Et on fait OK. Et en fait, quand vous activez du coup ce navigateur, bah, ça se comporte comme un navigateur finalement dans votre preview ici OBS. Vous avez un bouton interagir. Alors là, ça va pas, vous l'aurez pas à l'écran, je pense, mais quand vous faites interagir, la fenêtre s'ouvre en grand et vous pouvez aller choisir finalement n'importe quel. Vous pouvez cliquer et voilà, caler votre culte comme vous le souhaitez. Hop, je fais pause ici, je mets en plein écran, je ferme mon aperçu. Vous l'avez pas vu, mais voilà ce que j'ai fait. Et vous voyez, là, j'ai calé mon image. J'ai plus qu'à faire transition et elle passe. Et après, voilà, faut toujours utiliser le bouton interagir pour lancer la vidéo si vous ne l'aviez pas lancé. Tu vas devenir un million. Mais voilà, voilà un peu comment on peut diffuser, par exemple, le message du PPS dans notre réalisation. Ça, on en reparlera parce qu'on parlera d'OBS pour aussi tout ce qui est retour pasteur, tout ce qui est affichage en salle de versets, etc. Mais dans vos réglages OBS, ce qui est important également, en effet, c'est dans les préférences, dans les paramètres, il y a le bouton paramètres en bas à droite, c'est de bien vous assurer que la sortie, pardon, la vidéo, pardon, onglet vidéo. Vous voyez le menu là? Vous avez bien le menu, hein? Alors, je vous ai pas. Ouais. Oui. Oui, Ok. oui. Dans votre onglet vidéo, merci. C'est de bien voilà, avoir une résolution de base en 1920 par 1080 et la résolution de sortie également en 1920 par 1080. Les deux doivent être en 1920 par 1080. Voilà. On parlera des réglages de stream la prochaine fois. Euh, Voilà un peu. Et donc oui, quand même, je parle quand même du principal. Comment on récupère finalement une vidéo venant d'une caméra? Eh bien, quand vous faites plus, là, ajouter une source, vous avez périphérique. Attendez, périphérique ou. Oui, c'est ça, périphérique de capture vidéo. Quand vous cliquez, voilà, j'en avais ajouté un ici, je vais le déverrouiller. Quand vous cliquez, vous faites propriété. Vous voyez la fenêtre, ouais. Quand vous faites propriété, en fait, dans la liste des périphériques, vous verrez votre caméra. Alors, ça dépendra de la clé USB que vous aurez utilisée, mais vous verrez votre caméra, en fait, apparaître ici. Et vous pourrez la choisir, faire OK, et du coup, bah, vous verrez le flux venant de votre caméra ici. Alors après, vous pouvez, voilà, je le rajuste, il n'était pas bien ajusté, et vous le transitionnez, et ça y est, votre caméra, elle passe au programme. C'est tout simplement ça, comme ça. Et du coup, quand vous avez plusieurs caméras, si vous avez plusieurs caméras, si vous faites si vous n'avez pas de mélangeur, donc vous avez plusieurs caméras, et bien vous allez pouvoir ajouter plusieurs caméras comme ça, et vous allez pouvoir voilà, jouer avec les aperçus, ou justement avec les scènes. Vous allez pouvoir définir sur telle scène, par exemple, sur cette première scène-là, j'ai que ma caméra 1, vous voyez. Et si je clique sur Menti, bon, c'est un autre exemple, mais vous pourriez avoir une autre scène où vous auriez configuré une deuxième caméra. Ben, dès que vous allez cliquer sur Menti, vous voyez, ça me bascule et j'ai plus qu'à faire transition pour avoir ma deuxième caméra. Voilà un peu OBS. Est-ce qu'il y a des questions sur OBS? Moi, j'ai une question. Au niveau de la diffusion du culte en direct, est-ce que lorsque je vais sur l'option ajouter un lien URL, etc., je cours le risque d'avoir des publicités qui vont s'afficher pendant que le culte passe? Alors en effet, avec le navigateur là que je vous ai montré, le navigateur web, il faut que dans votre navigateur web également, vous vous connectiez à un compte YouTube qui a YouTube Premium. Sinon, vous aurez des publicités en effet. Alors avant, quand vous diffusiez un direct, c'est-à-dire que vous étiez presque synchronisé ou en léger décalage avec un direct, si vous aviez lancé le direct avant que le culte se termine, il n'y avait pas de pub. Mais on a constaté récemment que même si vous avez lancé maintenant le direct avant, il peut y avoir des pubs. Donc en effet, Mhm. vous devez avoir un YouTube Premium. Ok, Je ne l'ai pas montré aussi dans OBS, je vous ai parlé des images, mais vous pouvez aussi lire des vidéos. Donc si vous téléchargez le culte en vidéo à l'avance, si vous êtes en décalage horaire, je sais pas où vous êtes tous, mais voilà, ça peut aussi être comme ça, quoi. ok. Merci Maximilien. Acer de Lyon. Oui, j'avais deux questions. La première, c'est concernant OBS, du coup.
Je voulais savoir, il existe ou pas des raccourcis avec OBS pour faire certaines manips que vous venez de faire, telles que les transitions, passer une image ou une source en preview, etc. Est-ce qu'il existe Normal. ou est-ce qu'on est obligé de cliquer à chaque fois? Alors, en tout cas, comme je t'ai montré, tu peux, si tu configures bien tes scènes, il y a une configuration pour faire que quand tu cliques sur une scène ou une autre, automatiquement, ça te la met au programme. Ça serait un seul clic. Après, des raccourcis clavier, je pense que oui, mais je t'avoue que voilà, pour le moment, je n'ai jamais utilisé, mais je pense que oui. Ça me paraît très logique. Mais en ça, je creuserai et je vous en parlerai quand on parlera du titrage. Ok. Et justement, ma deuxième question, c'était par rapport au titrage. Avec les mélangeurs, vous disiez qu'on pouvait rajouter des titrages, c'est ça? Est-ce qu'avec Atem, du coup, j'ai la possibilité de rajouter, nous, aujourd'hui, on passe par ProPresenter, du coup, pour tout ce qui est titrage. Est-ce que demain, on a la possibilité de se passer de ça et de tout gérer directement au niveau du mélangeur? Exactement. C'est ce qu'on fait avec CC Poissy. Mais ça, je vous le détaillerai ça quand on parlera du titrage. Mais en gros, vous pouvez sortir vous pouvez sortir ce qui vient de ProPresenter via du HDMI, par exemple, et le faire re-rentrer sur votre mélangeur avec des petits convertisseurs comme je vous ai montré avant. Et du coup, dans votre mélangeur, ensuite, vous pouvez faire la configuration pour avoir une incrustation de vos versets par-dessus votre caméra. Ça, on en parlera en détail quand on parlera du titrage. Mais oui, c'est possible. C'est ce qu'on fait à Poissy. C'est ce qu'on Ok, fait à la Cité. C'est ce qu'on fait à la Cité également pour les lives de la salle Diamant, il me semble. ça marche. Merci. Ariel, tu veux nous dire quelque chose? Oui, en fait, ma question était pareille à celle de ACR tout à l'heure par rapport à OBS au niveau du titrage. Parce que là, tu as dit que c'était possible de gérer directement le titrage avec OBS. Donc, parce que nous, aujourd'hui, on utilise OpenLP qu'on utilise pour les titrages et on balance, en fait, quand on veut faire du titrage, on passe sur OpenLP. Quand on veut faire de la vidéo ou bien de l'image, on passe sur OBS. Donc, c'est de voir Hmm. si c'est possible voilà, de rester uniquement sur OBS sans basculer à chaque fois parce que ça crée des bugs. Ça crée des Ouais. bugs à chaque On verra ça pendant le titrage. On a peut-être pas mal dépassé et on pourra avoir beaucoup de choses. Mais normalement, oui. Je vous l'ai montré avec le siphon, si vous êtes sur Mac. Si vous êtes sur Windows, il y a d'autres solutions, notamment le NDI qui devrait fonctionner. Je vous en parlerai dans 2 semaines. Est-ce que c'est possible de brancher plusieurs caméras sur OBS? Et oui, comment procéder? Ben oui, il vous faut plusieurs adaptateurs, comme je vous ai montré. Les adaptateurs, je vous ai montré tout à l'heure. Vous pouvez en brancher autant normalement que nécessaire. Du coup, ensuite, ils apparaissent comme plusieurs périphériques quand vous faites ajouter une caméra vidéo, une capture vidéo. Et du coup, bah, c'est comme ça que vous pouvez gérer vos plusieurs caméras et avec les sets que je vous ai montré tout à l'heure. Je vous repartage mon écran pour la fin, les dernières slides de notre cours vidéo, partie réalisation. Si vous avez d'autres questions, gardez-les, on en reviendra à la fin. On va être rapide hein, sur la réalisation. Vraiment, c'est un instant. Sur la partie réalisation, voilà, finalement, c'est quoi? C'est décider ce qu'on veut montrer. Le réalisateur, qu'il soit sur un appareil physique ou sur du OBS, il va devoir choisir quelle source afficher, quand changer, quand est-ce que j'affiche mon titrage, etc. En fait, la réalisation, c'est ça le rythme du culte. Après, voilà, je vous ai écrit ça, mais bon, en réalité, quand vous avez une seule caméra, c'est un peu plus difficile quand même d'être dynamique. Mais voilà, ça va plutôt être comment afficher mon titrage au bon moment. Ça, c'est ça qui va être peut-être plutôt important ici, quoi.
Ah oui, d'accord, ça termine comme ça, j'ai oublié. Non, mais voilà, en gros, voilà, c'est ça. Enfin, sur la partie réalisation, c'est vraiment, voilà, ça va être utilisé et faire les changements quand vous avez, surtout quand vous allez avoir plusieurs caméras, que vous allez avoir un vrai exercice de réalisation finalement à faire, quoi. Mais il faut surtout éviter voilà, il faut surtout anticiper les différents moments clés de votre culte, connaître votre organisation, connaître votre déroulé. C'est ça aussi, si vous connaissez votre déroulé, mais ça on en parlera quand on parlera des workflows du dimanche, ça vous aidera également à bien gérer tout ça, quoi. Voilà pour la partie vidéo. Est-ce que vous avez des... Ah, pardon, je n'ai pas terminé la conclusion, mais voilà, avec une seule caméra, ce qu'on a vu ce soir, produire une image de qualité avec les différents réglages qu'on a vus, avoir quelque chose de stable, ne pas se fermer à l'évolution. Puis voilà, la qualité, elle ne vient pas, elle vient de la maîtrise de l'ensemble de son matériel, je vous l'ai dit, et de votre caméra, et pas du nombre de caméras. Voilà. Si vous avez une caméra qui est bien réglée, bah, c'est mieux d'avoir une seule caméra bien réglée que plusieurs mal réglées, quoi. Bon, c'est un peu basique de dire ça, mais voilà, c'est la réalité, quoi. Est-ce que vous avez des questions? J'espère que ça vous a plu, en tout cas la session de ce soir. Est-ce que vous avez encore des questions? Oui, je pense qu'il y aura le support. Le plugin, ouais, c'est pour NDI, oui, c'est un plugin. En effet, on en reparlera. Bon, en tout cas, je vous donne pas de nouvel exercice. Je suis content que ça vous ait plu. Si vous n'avez pas fait l'exercice du câblage, vraiment, je vous encourage vivement à le faire. Asseyez-vous, prenez votre feuille, faites votre câblage, faites votre schéma. Ça vous permettra de... Farid, tu as une question? Oui, j'aimerais savoir si on aura le replay de la formation ou si on aura des supports PDF. Alors, je laisse je sais pas si Ariel, tu as la réponse, modératrice. En fait, normalement, il y a le replay sur nos comptes étudiants. Par exemple, le dernier cours, moi, sur mon compte étudiant, j'ai pu le consulter ce matin. Normalement, si vous allez sur votre compte étudiant, genre, vous avez un compte avec un mot de passe et tout, vous avez reçu normalement un mail avec un lien que vous devez cliquer pour pour initialiser un mot de passe et vous allez pouvoir accéder à votre compte étudiant. Et là-bas, à ce niveau, vous avez tous les cours. Le dernier cours hier, moi, je l'ai consulté ce matin. On ne t'entend plus, Florian, ton micro est coupé. Merci Marc. Merci Ariel hein, pour les éléments. Alors, j'ai Soko Marie-Claire qui nous demande l'exercice du câblage. Oui, franchement, j'aimerais bien avoir vos schémas. Normalement, il y a le drive. J'espère que ça marchera. Mais si ça marche pas, vous nous direz sur le groupe WhatsApp. On fera le nécessaire. L'idée, c'est de schématiser l'organisation de votre matériel dans votre église. Donc à la fois la partie vidéo avec avec ce que vous avez actuellement. Voilà. On- La partie vidéo et la partie sono. Je vous remontre un exemple rapide. BNC, hop. Ça, c'était l'exemple de ce qu'on avait fait à l'événement qu'on avait fait avec Pasteur Juliana avec les églises de l'ouest de Paris. Vous voyez, il y avait une grande partie vidéo en bas, la régie était en bas en fait, et la scène est en haut. Et on détaille le mur LED, les écrans latéraux, les enceintes, etc. Il n'était pas fini en plus, hein, ce schéma, il était tellement long à faire qu'on avait fait l'essentiel. Mais voyez, il y a des traits rouges, c'est des câbles HDMI. Donc, où vont mes câbles HDMI? En vert, donc les câbles BNC, où est-ce qu'ils sont? Voilà, à quoi ils sont reliés? Vous voyez là, j'ai caméra 1, caméra 2 qui sont reliés en BNC au mélangeur, par exemple. J'ai une caméra HF aussi, vous voyez, au niveau du mélangeur. Euh, et justement, là, spoiler, je sais plus qui me demandait pour avoir le titrage pour avoir le titrage sur le mélangeur. Ben, vous le voyez sur le schéma, il y est là. Il est matérialisé là. Il y a un câble HDMI qui va vers un convertisseur et ensuite il sort en SDI, il rentre sur le mélangeur. Voilà. Bon, la partie sono, c'est la partie qui est en bas à droite là sur le schéma. Elle était très très complexe, qu'on est obligé de faire en plus un montage avec deux tas de mixage. Où je pense que ça sera un peu plus simple. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport au cours de ce soir? Farid, encore une question? C'est bon. Marc, Zouzou, Dijon? Oui, c'est la même question que Farid. Il avait dit qu'il n'arrivait pas à se connecter. Tout à l'heure, Ariel a dit qu'on pouvait se connecter, mais moi, je viens de faire l'exercice, mais je me connecte, mais je vois pas le lien de la vidéo de la séance précédente. J'ai accès au précédent cours à la formation 101 que j'ai fait précédemment, mais j'ai toujours pas ce qu'on a fait la séance dernière. Donc, je pense que je vais remonter l'information hein, parce que moi, par exemple, j'ai accès au cours. Peut-être ça peut-être un bug, je sais pas. Je vais en parler et puis ils vont pouvoir régler le problème. D'accord, merci. Ouais. Voilà, si vous avez des questions, des problèmes, je pense qu'on peut utiliser le groupe. Rich de Cotes? Alors là, je vais essayer de regarder sur mon profil, là, sur mon compte. Et là, je me rends compte que il y a un autre cours, Lumière, qui est sur mon espace, alors que je suis pas inscrit sur le niveau de la lumière. Ok. Donc, on va Et là, remonter l'info. j'ai juste les cours précédents, ou le 101 de Live Régie de l'année dernière. Donc, on va remonter l'info pour que ce soit ajusté pour tout le monde. Ok, merci. Merci Ariel. Je réponds juste à Géraldin qui me disait qu'il fallait du nouveau matériel. Mais Géraldin, si tu sais déjà le matériel que tu vas avoir, mais tu peux essayer de faire ton schéma avec ton nouveau matériel. Voilà. Comme ça, vous gagnez du temps. Verdun de Congo. Verdun du Congo, je vous entends. Oui, bonsoir. Bonsoir. Tout à l'heure, je reviens sur ma question que j'ai posée concernant OBS. Ouais. Comment fait-on pour configurer OBS pour diffuser sur plusieurs plateformes? Parce que OBS ne reçoit que une seule clé en fait de flux. Et comment faire pour diffuser sur plusieurs plateformes, Facebook, Vous êtes pressé, YouTube vous êtes en même temps? pressé, vous êtes pressé, vous êtes pressé. On aura une session sur le streaming où je vous expliquerai tout ça. Ça sera dans 3 semaines. Je sais que ça va être long, mais voilà, ça sera, on en parlera dans 3 semaines. Il vous faut des outils. Bon, allez, je vous donne un petit peu en avance des outils type Restream pour pouvoir faire des diffusions de multiples plateformes en même temps. Vous êtes obligé de passer par un intermédiaire type Restream. On en parlera dans le détail dans 3 semaines. D'accord, merci. Rich, encore une question? Alors, en fait, j'avais le même souci pour se faire sur plusieurs plateformes, là, YouTube, Facebook et tout, Instagram, etc. Bah, j'ai dû télécharger des plugins, c'est ça, Oui. hein, ouais. Il y a des Qui, plugins aussi à faire. des plugins qui m'ont permis de pouvoir faire, faire une diffusion sur plusieurs réseaux. Et En là, effet. bah, j'arrive à faire maintenant sur plusieurs réseaux également. Ok, ouais, c'est vrai que j'ai appris ça il n'y a pas longtemps. Il y a des plugins en effet qui vous permettent de faire des multiplateformes finalement gratuitement. Je me Ouais, renseignerai parce que c'est ça. je t'avoue que je connais pas bien encore, donc je me renseignerai d'ici là pour vous en parler, pour que vous ayez toutes les solutions possibles. Isaac, Et bonsoir tout le monde. Alors j'ai une question. Le schéma que l'on voit, c'est le schéma de où? c'était un événement qu'on a organisé le 19 octobre qui s'appelait Destiné à briller. C'était un événement avec Pasteur Juliana et on était 6 églises en fait de Paris, enfin de l'ouest de Paris qui étaient regroupées, dont ICC Poissy, ICC La Défense, ICC Gonesse d'ailleurs, ICC Versailles notamment, ICC Boulogne. Donc voilà, D'accord. Et ok. Et du coup, ma question, c'était les images de la caméra et du mélangeur. Donc vous faisiez tout passer par le mélangeur que vous renvoyez sur l'ordinateur pour l'envoyer sur les écrans? Parce que là, je vois que les images qui partent sur les écrans, que ce soit du pasteur ou les écrans du côté, partent depuis l'ordinateur.
Oui. Donc, vous envoyez les titrages sur le mélangeur et le mélangeur renvoie sur l'ordinateur pour renvoyer encore sur les écrans? Alors, c'était pas directement comme ça. C'était pas directement comme ça. On en Parce que parlera généralement, quand ça part du mélangeur, non? Ah oui, Pour aller sur les sur les écrans. écrans latéraux, Oui, généralement, c'est ça ça, non? pourrait. Ça pourrait. Ou d'une Mais grille. en fait, notre mélangeur, c'est le mélangeur que je vous ai montré. Il ne permettait pas d'avoir des sorties auxiliaires. Et du coup, vu qu'on ne pouvait pas avoir de sortie auxiliaire sur le mélangeur qu'on avait, on ne voulait pas avoir en fait sur les écrans latéraux la même chose que sur le web. Je sais pas si vous comprenez. OK. On voulait pas avoir sur les écrans latéraux le programme. On voulait avoir autre chose. Mhm. En fait, parce qu'en fait, sur le programme, sur le web, on veut les verser en bandeau. Et Mhm. sur les latéraux, on veut pas les verser en bandeau. On veut les verser en plein écran. Mhm. Et on ne pouvait pas le faire comme on n'aurait pas pu faire ça directement avec le mélangeur qu'on avait. Donc c'est pour ça que finalement, les écrans latéraux, ils ont été gérés par un Mac de titrage. D'accord, mais du coup, sur les écrans latéraux, vous n'envoyez pas la caméra. Si. Mais pas en même temps que les versets, pas en même temps que le titrage. C'est soit l'un, soit l'autre. C'est ça? Alors il y avait la caméra, et quand il y avait le titrage allait par-dessus la caméra. OK, d'accord. En fait, si tu regardes le schéma, le mélangeur, il est envoyé vers le web presenter, et le web Mhm. presenter, il était connecté en USB Mhm. au Mac. Et du coup, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, les Blackmagic, les web presenters et les mélangeurs, si vous le branchez en USB sur un ordinateur, vous pouvez récupérer le signal qui vient Mhm. de cette machine-là sur votre Mac, dans ProPresenter. Et donc, du coup, c'est ça qui nous permettait de rafficher dans ProPresenter le signal venant des web presenters. C'était un schéma compliqué, mais nécessaire parce qu'on n'avait pas, on ne pouvait pas le gérer avec le mélangeur. Voilà, tout simplement. Verdun, est-ce que tu as encore des questions? Une question? S'il n'y a pas de questions, on va se laisser parce qu'il est déjà 21h25. On a beaucoup dépassé. En tout cas, merci à tous. Franchement, merci à tous pour votre participation, vos échanges. Ça fait vraiment plaisir. J'espère vraiment que ça vous a plu. Donc, la semaine prochaine, on parlera sono. Ce sera un gros chapitre également. On va incliner nos têtes. On va prier pour la fin de ce moment, qui n'est pas la fin de sa présence. Seigneur, Père éternel, merci pour ce temps de formation que tu nous as permis de vivre ce soir. Nous te louons pour la connaissance que nous avons acquise, pour les moyens techniques que tu nous donnes afin de répandre ta parole à travers le numérique. Aide-nous à mettre en pratique ce que nous avons appris aujourd'hui. Donne-nous la créativité, la précision, l'excellence pour que chaque diffusion soit fluide, professionnelle, impactante. Que tout ce que nous faisons serve à glorifier ton nom et à toucher des âmes à travers les médias. Seigneur, nous te remettons la suite de cette soirée. Seigneur, nous te remettons entre tes mains la suite de cette semaine, Seigneur. Sois au contrôle de tout, garde-nous et donne-nous rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de cette formation. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié et que nous disons Amen, Amen, Amen. Amen, amen, Bonne soirée à amen, tous. amen. Amen. Bonne Merci. soirée tout le Bonne monde. soirée. N'hésitez pas Bonne à échanger soirée. sur le groupe WhatsApp si vous avez des questions, on est là. Voilà. Merci. Merci à tous, bonne soirée.